Bonjour et bienvenue à la MJC Rectangle, une association qui revendique avec pugnacité sa filiation avec l'éducation populaire et qui milite pour l'émancipation des citoyens. Cette conférence s'inscrit dans le cycle des rendez-vous de l'Université populaire qui est un élément emblématique de cet engagement. Ici, pas de parti pris, sinon celui de la raison et de l'intérêt commun. Il s'agit d'échanger, d'avancer ensemble, quelles que soient nos opinions, nos origines, nos croyances, et cela dans le respect le plus total les uns des autres. Avant de commencer cette séance de l'Université populaire, qui est consacrée donc à la compréhension du monde et de ses peuples, je me dois d'évoquer les souffrances du peuple ukrainien, victime d'une guerre qui ne semblait plus possible au XXIe siècle, un peuple qui croyait à la paix et au progrès, mais qui se retrouve pris dans le feu des bombes et dans le fracas des armes. Je vous propose que nous montrions notre soutien au peuple ukrainien en nous mettant debout quelques instants et que nous ayons une pensée fraternelle envers ces femmes, ces enfants, ces hommes qui résistent avec courage face à l'invasion de leur pays par la Russie. Moi, je voudrais me mettre debout aussi pour le peuple yéménite, pour le peuple syrien, parce que des guerres, il y en a beaucoup. Et j'aimerais qu'on associe aussi tous ces millions de personnes, de civils et d'enfants qui sont morts, au peuple ukrainien. Oui, d'accord. Merci. Ce soir, nous allons parler des services publics, de leur histoire, au pluriel, de leur construction, de leur rôle dans la structuration et le bon fonctionnement de la République, mais aussi plus prosaïquement, de leur place dans nos quotidiens. Nous évoquerons forcément ces EHPAD privés qui exercent des missions de service public dans les conditions que nous connaissons depuis quelques jours, quelques semaines. Et aussi, sans doute, nous allons parler des services de soins des hôpitaux qui sont mis à rude épreuve par la pandémie de Covid et qui doivent faire face à une baisse drastique de leurs moyens depuis pas mal d'années. Immanquablement, nous nous interrogerons sur ces dysfonctionnements, car tout ne va pas bien dans les services publics français, même s'ils sont pourtant plébiscités par une majorité de citoyens. Je crois qu'on est à plus de 70%, enfin je pense qu'on le reprécisera dans la conférence. Pour cela, nous allons entendre Claire Lemercier, qui est co-autrice d'un livre... Voilà. Et alors, c'est un ouvrage que vous trouverez sur le parvis, là, notre partenaire, le Cadran lunaire, le propose, donc à la vente, vous pouvez le trouver, puis vous pourrez le faire dédicacer évidemment par Claire tout à l'heure. Dans cet ouvrage très copieux, le propos ne s'arrête pas au constat pourtant dramatique d'une dégradation des services publics, ce qu'on entend souvent. Il s'agit d'une exploration en profondeur des rouages et des enjeux de ces services que tous nous utilisons à des degrés divers, ruraux ou citadins, riches ou pauvres, jeunes ou moins jeunes, actifs ou retraités, malades ou bien portants. Vous rappelez, Claire Lemercier, que dès notre réveil le matin, nous consommons ces services, que dès nos premiers pas d'être humains, ils contribuent à nous former, à nous construire, à nous soigner, et que quasiment aucun moment de notre vie ne se passe sans que ces services n'y soient présents. Vous rappelez avec une minutie leur mise en place, leur lien presque intime avec nos vies, mais surtout avec la République et ses valeurs, car il s'agit bien de valeurs dont il est question. Valeurs d'égalité des territoires, mais aussi d'égalité entre les hommes. À cet égard, vous rappelez l'importance et la nécessité de l'indépendance et de la neutralité des services publics. Valeurs sans doute parfois utopiques, mais véritable boussole d'un projet de société. S'il existe des imperfections dans les services publics intrinsèquement liées à la nature humaine, elles sont surtout le fait
de leur remise en cause et de leur dégradation orchestrée. Difficile de comprendre les mécanismes de cette déconstruction lente que managent des cadres de la haute fonction publique, formés ou formatés culturellement pour cela. Vous parlez dans le livre longuement de ces grandes écoles qui forment nos élites, peu soucieuses du bien public et qui font des allers-retours entre public et privé sans beaucoup de problèmes. Les services publics seraient-ils devenus inefficaces, producteurs d'inégalités à contre-courant de leur raison d'être? Vous décrivez la progressive mise en place de services publics à 2 vitesses dans l'éducation, le soin, le transport. Des remises en cause qui bouleversent les salariés de ces services, fonctionnaires ou non, qui se retrouvent face à des clients et non plus à des usagers. Des salariés que l'on ne voit plus qu'à travers un statut caricaturé, un cadre d'emploi, alors qu'ils exercent des centaines de métiers. Des remises en cause qui impactent aussi durement la vie de ces usagers, devenus clients, qui font oublier que ce sont eux qui, à travers leurs votes et leurs impôts, devraient avoir la maîtrise de ces services. M. Collin, retraité EDF, et M. Gérard Riet, militant UFC Que Choisir, nos 2 témoins, illustreront concrètement ces 2 derniers points de vue. Je les laisserai se présenter dans la deuxième partie. Madame Le Mercier, les services publics répondent-ils encore à un idéal républicain ou sont-ils voués à disparaître faute d'y satisfaire? En quelques mots, qui veut la peau des services publics? Vous avez la parole. Merci beaucoup pour cette présentation qui a déjà dit beaucoup de choses importantes et merci à tous et toutes d'être là en si grand nombre. Ça fait plaisir aussi de voir des gens dans une salle à nouveau. Donc je vais vous présenter un peu le propos de ce livre et son actualité, en parlant un tout petit peu d'abord du livre en lui-même, ce qui ne vous oblige pas à l'acheter bien sûr, et puis en revenant surtout sur différents éléments de son contenu, des constats qu'on y fait, où effectivement on avait pensé l'appeler « Qui veut la peau du service public ». Ça ne tenait pas sur la couverture, donc l'éditeur a suggéré un autre titre, mais vous allez voir qu'il reste quelque chose de l'idée d'une enquête policière et aussi de l'idée de jouer un peu avec les mots pour alléger l'objet peut-être. Donc qu'est-ce que c'est que ce livre? Alors j'ai vu que vous étiez inquiète de sa taille, donc acte. Si je peux vous rassurer sur autre chose, une des raisons pour lesquelles il est gros, c'est qu'il est illustré. Et on l'a vraiment pensé comme une sorte d'album de famille, avec des portraits au sens strict, puisqu'il y a des photographies et des dessins, et puis des portraits au sens de tranches de vie d'agents et agentes publiques dans un peu tous les métiers. C'est moi qui ai fait l'index et j'ai voulu qu'il y ait un index par métier pour qu'on puisse y retrouver des personnes qu'on connaît, des métiers qu'on connaît, des services qu'on fréquente, et puis des portraits d'usagers, usagères, c'est-à-dire tout le monde, dans les contacts avec le public, et aussi des portraits de ces personnes qui réforment et qui cassent, à notre sens, les services publics. Donc c'est un livre qui est gros, mais qui n'est pas fait pour être lu nécessairement dans l'ordre. Et j'ai coutume de dire aux gens qui me disent qu'ils n'ont pas le temps, qu'on peut le lire aux toilettes. Au sens où on peut le lire par tranche de 3 minutes, c'est calibré pour. Il y a des encadrés, il y a des citations littéraires également pour illustrer le propos. Mais ce propos, il se fonde avant tout sur des enquêtes de terrain. C'est pour ça qu'ensuite on raconte des tranches de vie, des situations, on utilise des citations. Donc, quelles sont ces enquêtes de terrain? Ce sont en partie des enquêtes de journalistes d'investigation. On cite Florence Aubenas, on cite Mediapart, on cite Cache Investigation, on ne cite pas encore Les Fossoyeurs parce que ce n'était pas paru, mais il y avait des enquêtes du même type précédemment. Mais surtout, en quantité, on résume des enquêtes d'universitaires comme nous, puisque moi je suis historienne au CNRS, j'écris ce livre avec Julie Gervais qui est spécialiste de sciences politiques à la Sorbonne et Willy Pelletier qui est spécialiste de sociologie qui travaille à l'université de Picardie. Mais en fait, la plupart de ces enquêtes, on ne les a pas faites nous-mêmes, même s'il y en a certaines. On résume surtout les travaux de nombreux collègues, mais on les résume de façon attrayante, donc en reprenant des extraits d'enquêtes de terrain, des situations observées, des extraits d'entretien, des tranches de vie. Et c'est à la fois un geste de lisibilité, bien sûr, cet ancrage dans le terrain, mais pour nous, c'est aussi un geste politique, puisque vous allez voir que notre propos, c'est de dire que beaucoup des problèmes des services publics sont causés par une vision purement abstraite. Il se trouve qu'elle est comptable et ça pose problème, mais
Le problème, c'est pas tant la comptabilité, c'est l'abstraction que ça présuppose, c'est-à-dire rendre tout comparable avec n'importe quoi dans un tableau Excel. Le problème, c'est pas Excel, c'est de comparer tout avec n'importe quoi. Et donc nous, on prend le contre-pied de ça en donnant aussi le message à nos responsables, qui nous écouteront ou pas, qu'il y a une autre manière d'évaluer les services publics, puisque le titre maintenant c'est la valeur du service public, qui est de faire des enquêtes de terrain approfondies en suivant les agents, en suivant les usagers, usagères, et de comprendre leurs besoins par en bas. Pas uniquement par des statistiques à l'échelle de toute la France qui gomment en réalité beaucoup de problèmes. Donc c'est un album de famille, c'est aussi un peu un pavé. Alors l'éditeur a fait un beau travail pour qu'il ne soit pas lourd, mais il est volumineux. Et donc la métaphore du pavé m'amène à évoquer en quelques minutes le propos politique, malgré tout, de l'ouvrage, qui n'est pas un propos politique partisan. À la fois parce qu'on espère vraiment que ce qu'on dit puisse toucher toutes les couleurs de la gauche et bien au-delà de la gauche. Et on a déjà eu des retours favorables de la part, par exemple, de membres de l'Association des maires de France, qui se classent au centre ou à droite, mais qui, en tant que maires de petites communes, se sentent concernés par ce qu'on raconte. Donc c'est pas de la politique partisane, parce qu'on espère que ce qu'on dit puisse faire un consensus bien au-delà de tel ou tel parti. Et ce n'est pas de la politique partisane non plus, de façon plus triste, parce que les réformes dont nous dénonçons les effets sur la base d'enquêtes de terrain se sont succédées, en particulier depuis l'an 2000, pour fixer une chronologie un peu floue, quelles que soient les couleurs politiques des gouvernements. On va voir un petit peu pourquoi. Mais donc, c'est un pavé, au sens métaphorique du pavé, où on voudrait pouvoir parfois le jeter à la tête de ces modernisateurs, entre guillemets. Alors, vous avez vu qu'il n'est pas très lourd, donc ça ne les tuerait pas, ça ne les blesserait pas, mais peut-être ça les réveillerait. Ça les ramènerait à un sens des réalités vécues, c'est l'espoir derrière ce livre. Et puis, un pavé, métaphoriquement, ça peut être aussi un outil pour construire, plus si c'est une pierre que si c'est un pavé des rues. Et tout ça pour dire qu'on a essayé, je ne sais pas si on y est toujours parvenu, de ne pas avoir un propos défaitiste ou de ne pas avoir un propos uniquement en défense. On a tous et toutes dit qu'il faut défendre ou sauver les services publics, mais c'est un peu triste. Ça fait aussi comme s'il y avait eu un âge d'or parfait dans le passé, ce qui n'est pas le cas, même si certaines choses étaient mieux avant, ce n'est pas le cas de tout, pour les services publics comme pour le reste. Et donc on a ce titre plus positif suggéré par l'éditeur, la valeur du service public, et on essaye de tenir dans le livre ce propos selon lequel il ne faut pas seulement sauver, il faut inventer de nouveaux services publics en fonction des besoins actuels qui peuvent être de tous ordres, des besoins d'égalité auxquels on pensait moins avant, comme en faveur des personnes porteuses de handicap, des besoins écologiques auxquels on pensait moins avant, tout ce à quoi vous pouvez avoir envie de penser. Donc on essaie d'avoir cette vision plus positive. Et dans ce cadre-là, on s'est associé avec plusieurs syndicats, des associations d'usagers, des associations de maires, et aussi des associations de hauts fonctionnaires qui, curieusement, ont pris conscience d'être en train de faire n'importe quoi et nous ont largement reçus, avec qui on a échangé, si bien nos services publics que le sens du service public. Et donc tous ces gens ensemble, je vous le dis en une minute de publicité, lancent une initiative qui s'appelle le Printemps des services publics, qui commence ce samedi à Bobigny et en ligne. On espère avoir des choses qui se passent ailleurs qu'en région parisienne aussi. Et donc voilà, il y a cette idée de reconstruire peut-être quelque chose avec ce pavé et beaucoup d'autres initiatives. Mais donc ce livre, c'est un album de famille, c'est un pavé, et c'est aussi, on a essayé d'écrire comme une enquête policière, à la fois pour que ce soit agréable à lire et parce que ça correspond à quelque chose sur le fond. Et donc c'est ça que je vais vous raconter essentiellement pendant cette intervention. Il est scandé en 4 parties. Donc la première s'intitule « Massacre à la modernisation ». Donc on y va fort et on assume le terme massacre et on explique pourquoi. Et donc on commence par une scène de crime. Je vais vous raconter pourquoi et qu'est-ce qu'on y dit. Ensuite, dans la deuxième partie, on recherche les coupables. On recherche qui sont ces modernisateurs, entre guillemets, puisqu'on essaie vraiment de remettre en cause cet argument comme quoi ce serait la modernité inévitable, et qui sont ces personnes qui se vivent comme des modernisateurs et modernisatrices. Et on essaie de les comprendre. Il faut prendre, ne voulant pas dire excuser, toujours, mais de se mettre également à leur place, de faire également des tranches de vie de ces gens, de comprendre qu'est-ce qui peut amener, par exemple, une directrice d'agence régionale de santé à fermer une maternité, alors même que toute la région se mobilise contre. Elle n'est pas stupide, elle n'est pas née pour faire le mal. Donc qu'est-ce qui fait qu'elle se trouve dans cette situation?
par ailleurs désagréable pour elle, et qu'elle ne va pas changer d'idée. C'est ce qui motive cette partie. Donc il nous emmène dans les coulisses de la noblesse managériale publique-privée, et qui a commencé à en dire un mot, et qui se fonde en partie sur des travaux de terrain de Julie Gervais, une co-autrice qui a notamment travaillé sur la présence des consultants dans l'État, un point qui a été médiatisé ces dernières semaines et qui était beaucoup moins avant. Ça fait 10 ans qu'elle travaille là-dessus. C'est pas forcément simple de s'immiscer dans les réunions où sont les consultants, mais c'est assez instructif. Et puis les 2 dernières parties du livre viennent sur le point de vue des victimes, donc, qui souffrent de ce massacre à la modernisation, en parlant tout d'abord des agents et agentes publiques, donc les fonctionnaires et les autres, puisqu'il y a toujours eu beaucoup de services publics délégués, également beaucoup de précarité dans le public, tout le monde n'est pas fonctionnaire. Donc on revient sur les idées reçues, sur les fonctionnaires, les raisons pour lesquelles il peut être utile qu'il y ait des fonctionnaires, le fait que pour autant tous les services publics n'ont pas vocation à être assurés nécessairement par l'État. Et puis on termine par le point de vue des usagers et usagères et cet impératif républicain d'égalité que vous avez déjà rappelé. Donc je vais vous faire parcourir un peu les parties de ce livre en revenant sur certains points, sinon ce serait énumératif et ennuyeux pendant le temps qui m'est imparti, et puis je serai ravie, selon vos questions et remarques et commentaires, de rebondir sur d'autres points. Je vais peut-être surtout insister dans ce propos liminaire sur le massacre à la modernisation, les scènes de crime et le modus operandi des criminels qu'on repère. Alors, évidemment, cette histoire de crime est en partie métaphorique, mais pas uniquement. On commence par l'évocation des écosystèmes. Et là, il y a des arbres qui meurent, il y a des animaux qui meurent. Pourquoi ? Il se trouve que même si le nombre d'agents publics n'a pas énormément décru, malgré toutes les proclamations en ce sens ces dernières années, on pourra en parler, certains ministères ont souffert plus que d'autres. Et en proportion, un des plus petits ministères en termes de nombre d'agents, celui de l'écologie, est celui qui a été le plus frappé. Et donc autant dire que par exemple les agents de l'Office national des forêts sont en moins grand nombre et sont par ailleurs empêchés de remplir certaines de leurs missions. Donc on démarre par des massacres de non-humains, mais ce qui joue un rôle important pour les humains également. Et puis, bien évidemment, à travers le cas des hôpitaux et des EHPAD, on évoque des services publics dont le dysfonctionnement peut conduire, y compris jusqu'à des décès prématurés. Mais bien sûr, et heureusement, une partie des crimes qu'on évoque sont des crimes plus métaphoriques, au sens où personne n'est mort directement. Néanmoins, qu'est-ce qui en ressort tué ou blessé ? Ça peut être des fermetures et des dégradations de services qui touchent des régions entières. Et donc on démarre par une étude de cas un peu approfondie sur la fermeture d'une maternité rurale dans l'Indre, au Blanc. Les raisons derrière et les conséquences pour les personnes autour, pour les mères qui doivent faire 50 km pour aller accoucher, qui de plus en plus choisissent d'accoucher chez elles, en fait, pour ne pas prendre le risque d'accoucher sur l'aire d'autoroute. Et puis on enchaîne sur une autre étude de cas où ce qui meurt, c'est le sens du métier et c'est le collectif, c'est l'ambiance dans un service. Et on prend le cas d'une université, d'un institut universitaire de technologie, mais en entrant non pas par les étudiants ou par les enseignants, mais par la secrétaire du service. Et finalement, je pense que c'est représentatif du cas de beaucoup de secrétaires administratifs dans beaucoup de services publics qui, au fil des réformes du nouveau management public, en fait, voit se défaire le sens de sa mission, donc de service aux étudiants et aux enseignants qu'elle avait, se voit opposer de nouvelles injonctions qui font qu'elle est malheureuse au travail, que la moitié de l'équipe la soutient, la moitié de l'équipe l'attaque, donc des choses qui peuvent se passer finalement dans beaucoup de services publics. Alors après ces 2 exemples, on évoque un peu plus généralement le modus operandi, en fait, la manière de... On l'a repris pour une revue médicale, on a titré un article extrait du livre « Comment tuer un service public en 5 étapes ». C'est ce qui nous a frappé à la suite de travaux d'universitaires qui avaient déjà pensé à cette comparaison, c'est une certaine similitude avec ce qui se passe en cas d'agression entre personnes, en fait. On en parle de plus en plus ces derniers temps, que ce soit des agressions sexuelles ou pas. Il y a cette idée que l'agresseur essaye souvent au préalable d'isoler sa victime, ou en tout cas de choisir une victime déjà isolée, pour qu'elle n'ait pas de soutien, de protection, que l'agresseur, souvent confronté à une accusation, accuse la victime d'avoir causé l'agression, et puis que l'agresseur essaie de retourner les mots en sa faveur. Mais on retrouve ces pratiques-là dans les modernisations, dans les cas les plus graves. On évoque notamment le cas de la SNCF, mais il y en a tant d'autres.
La phase de l'isolement, c'est la phase des déstructurations, restructurations, redécoupages permanents de services ou d'entités, qui, dans le cas de la SNCF, mais ça s'est passé ailleurs, mais vous avez peut-être comme moi, avant d'écrire le livre, j'avais déjà entendu parler du cas de la SNCF. Deux des objectifs de ces découpages, saucissonnages, redécoupages permanents sont d'une part de casser les collectifs, les métiers, éventuellement des organisations syndicales qui n'arrivent pas à suivre ça. Et on le connaît bien, je pense, dans le cas de la SNCF, avec l'idée assez caricaturale. On a un beau dessin du dessinateur Gilles Rapaport qui nous a fait des dessins exprès pour le livre là-dessus, qui est de dire finalement les trains ça rapporte, les rails ça ne rapporte rien. Donc on va faire deux entités séparées. Et après on va dire réseau ferré de France, qu'est-ce que vous foutez, vous ne rapportez rien. Ben, oui, c'est l'idée des rails. Mais ça marche. Et donc là, on a la transition entre l'étape découpage, saucissonnage et l'étape accusation de la future victime. Et donc ce qui, dans le cas des services publics, a été beaucoup étudié, également pour la Poste et d'autres services publics, et pour la sécurité sociale particulièrement, et tout ce qui en dépend, l'étape de mise en faillite. C'est-à-dire qu'après, on va dire, mais les chiffres ne sont pas bons. Mais ça n'est pas la faute des comptables qui font ce qu'on leur demande de faire. Mais la comptabilité, par définition, pour faire une comptabilité, il faut définir ce que vous regardez et ce que vous ne regardez pas. On ne peut pas faire une comptabilité exhaustive de la planète Terre et de toute la galaxie. Et donc ces découpages visent à constituer des entités qui structurellement seront déficitaires. Parce qu'on a enlevé les parties qui rapportent. C'est ça la mise en faillite des services publics, c'est organiser la vue comptable de façon à ce qu'on trouve un déficit et qu'ensuite on puisse, selon les cas, supprimer l'entité en question ou juste la sous-financer encore plus, rarement la privatiser, parce que du coup elle n'est pas très attrayante, mais en tout cas s'y attaquer. Et puis en lien avec cette idée de mise en faillite, il y a vraiment le jeu sur les mots et l'accusation de la victime. Et on insiste beaucoup sur le vocabulaire dont nous-mêmes avons travaillé à nous départir, et je ne dis pas qu'on y a toujours réussi, mais notamment ce vocabulaire de la modernisation qui accuse implicitement ou explicitement les services publics d'être tous nécessairement et quasiment depuis leur naissance archaïques, poussiéreux et inefficaces, au point ça peut arriver que certains le soient, mais au point qu'il n'y a plus besoin d'argumenter, puisque ce sont des services publics qui par définition ne sont pas modernes. Et donc un peu pour retourner ce stigmate, pour jouer cette guerre des mots, on propose à un endroit du livre le slogan Mammouth Pride. Vous savez Allègre a évoqué le ministère de l'Éducation nationale en termes de mammouth, n'étant pas très clair d'ailleurs si les mammouths c'était les profs ou l'administration centrale, gardant un flou. Et en fait j'ai découvert en travaillant sur ces pages-là qu'il n'était pas vraiment le premier, puisqu'un de ses prédécesseurs avait parlé de dinosaures pour le même ministère, c'est pas la même espèce mais on voit quand même les mêmes connotations. Donc voilà, on a envie de retourner ça et de dire non mais on est peut-être des mammouths, mais en fait on a inventé plein de trucs modernes et on peut encore en faire de nouveau. Je dis on puisque moi-même je suis fonctionnaire au CNRS. Donc on évoque ces mécanismes d'agression et puis on les incarne toujours dans cette partie sur les scènes de crime en zoomant sur les EHPAD et sur les hôpitaux. Alors je ne vais pas reprendre là tout dans le détail, mais je vais vous évoquer pour les hôpitaux une de ces situations qui relève également et de la mise en faillite et de l'absurdité des termes. L'absurdité des termes, dans un service public en 5 étapes, il y a aussi le rendre autonome. Qu'est-ce que ça veut dire autonome? Ça ne veut pas du tout dire que les gens peuvent faire ce qu'ils ont envie pour rendre mieux le service public. Ils ont plus de contraintes qu'avant. Ça veut dire qu'on les rend responsables du fait de faire du profit, fondamentalement, avec l'argent qui leur est confié. On le voit tout particulièrement, et c'est sans doute tout particulièrement choquant dans le cas de l'hôpital. Donc on voit tout particulièrement ce retournement des termes, et puis cette mise en concurrence assez absurde avec le privé, comme si les deux avaient la même mission. Et je vous reprends donc Fanny Vincent, qui est une spécialiste, nous a écrit les pages sur l'hôpital, on les a réécrites avec elle, etc., pour que ce soit en cohérence avec le livre. Mais là, je vais vous citer vite fait une scène vue par Pierre-André Juvin, qui est également un sociologue spécialiste de l'hôpital, et qui a pu observer, qui a eu la chance, et aussi ça l'a sans doute beaucoup stressé, d'observer une réunion impliquant notamment la directrice des finances d'un hôpital,
et un chirurgien, en l'occurrence chirurgien spécialisé dans la chirurgie viscérale. Je précise qu'il ne s'agit pas d'accuser la directrice des finances, là encore, de faire le mal, elle fait ce qu'on lui demande de faire dans son métier. Mais donc on est dans une réunion où on discute, voilà, la directrice des finances, on va prendre dépense après dépense, le premier souci c'est que vos recettes, elles stagnent. Donc le chirurgien dit, on a gagné 100 000 euros. Déjà, il est obligé de rentrer dans le vocabulaire, qu'est-ce que ça veut dire, hein, c'est pas dans sa poche, ni rien. Il n'est pas actionnaire de son hôpital, c'est un hôpital public, mais il est obligé de dire, on a gagné 100 000 euros. On discute, on a été félicité, comment voulez-vous faire plus d'activités, etc. Et la directrice des finances, alors est-ce qu'on fait les bonnes interventions? Vous voyez le sens du mot bon, ce qu'il est devenu dans cette histoire-là. Chirurgien viscéral, mais est-ce qu'on a le choix dans un hôpital public de faire les bonnes interventions? Non mais vous rigolez. La directrice financière, mais vous faites bien les hernies, les machins, les trucs qui rapportent. Alors il faut savoir que dans le cadre de la tarification à l'activité, dite T2A, les interventions se voient assigner une valeur, une somme, qui est la même sur tout le territoire, alors que les conditions peuvent être assez différentes. Et donc comme il y a des différences entre ce que ça coûte réellement et ce qui est marqué dans la T2A, du coup il y a des interventions qui rapportent et d'autres qui coûtent, et c'est sur ça que ça joue. Donc elle dit, on fait plus de hernie, ça rapporte. Chirurgien viscéral, mais on est dans un hôpital public. On ne peut pas faire les opérations qui rapportent et pas celles qui ne rapportent pas. La directrice des finances, mais c'est une question d'équilibre. Je suis d'accord avec vous, il faut trouver le bon équilibre. Sous-entendu, vous pouvez faire des trucs qui ne rapportent pas, mais faites des trucs qui rapportent. Le chirurgien explose, il dit, mais on ne peut pas, on prend les gens qui viennent. Vous croyez qu'on refuse des gens, on prend les gens qui viennent. Les urgences, c'est pareil, on accepte tout. Et là, on est vraiment au cœur du problème, en fait, c'est tout simplement de placer en concurrence totalement virtuelle par ailleurs, hein, c'est une concurrence qui n'existe que dans ces feuilles de calcul, placer en concurrence le public avec le privé, alors que ce ne sont pas du tout les mêmes missions. Puisque l'hôpital public, et je crois qu'en l'occurrence c'est dans un CHU en plus, mais l'hôpital public à l'échelle de toute la France diffère du privé au moins à 2 égards extrêmement importants. Premier, on peut refuser personne, donc les urgences, mais donc aussi les complications des patients du privé, dont j'ai découvert à l'occasion de l'écriture de ce livre que c'était la hantise en fait dans les hôpitaux publics, hein, et qu'il y avait une petite expression pour qualifier ça qui est extraction de milieu hostile. Donc d'un côté, l'obligation de prendre tout le monde, de l'autre côté, en tout cas dans les centres hospitalo-universitaires, le fait de faire une médecine de pointe, pour laquelle les gens viennent, y compris de l'étranger, y compris les plus riches, et ainsi de suite, mais qui globalement, là aussi, dans les grilles, ne rapportent pas. Puisque ce qui rapporte, c'est les choses un peu entre les deux, les opérations qu'on peut relativement routiniser, qui sont bien maîtrisées, sauf quand il y a des complications. C'est là que se niche le profit des cliniques. Mais donc la T2A inciterait le public à faire exactement la même chose que ce que fait le privé. On ne sait pas ce que deviendraient les deux autres côtés. Donc on passe une bonne partie du livre à ce constat des dysfonctionnements engendrés par les réformes successives. Alors pour les hôpitaux, ça date à dire vrai les prémices de ça des années 1970. Donc en fait, pas très longtemps. Si on considère que l'hôpital public tel qu'on l'idéalise aujourd'hui et qui n'a pas si mal fonctionné date de 1958, on peut dire qu'assez rapidement, en fait, on a essayé de le casser. Mais donc, disons qu'il y a eu quand même une accélération de ces modernisations, entre guillemets, depuis 2000. Qu'est-ce qui explique, donc qu'est-ce qui fait courir les gens qui font tout ça? Comment c'est possible? Et c'est là qu'on zoome plus vers la haute fonction publique, avec en réalité 2 strates. Les personnes qui exécutent et celles qui ordonnent et qui maintiennent et qui relancent et qui accentuent tout cela. Les personnes qui exécutent, donc par exemple la directrice d'agence régionale de santé que je mentionnais tout à l'heure, on essaye en incarnant certains portraits de montrer que ce sont des personnes qui peuvent difficilement faire autrement sauf à démissionner. Alors, il y a parfois des petites marges de manœuvre, surtout dans les services déconcentrés ou décentralisés, qui sont en lien plus étroit avec des élus qui peuvent jouer le jeu. Un montre, un cadre, un conseil départemental du Puy-de-Dôme, quelqu'un qui a essayé de faire plus de choses pour la ruralité, un temps ça a marché. Globalement, quand même, les gens qui se préoccupent du retour des usagers, usagères ou des agents-agentes, plutôt que de ces modernisations avec un grand M, font de moins belles carrières. Et c'est assez largement le fond du problème, c'est que c'est très difficile d'aller contre ça si vous voulez tenir et être considéré par les collègues. Alors, c'est aussi des gens qui ont des journées qui n'en finissent pas, puisque c'est des gens qui doivent gérer la pénurie déjà existante et créée par leurs prédécesseurs.
Donc la directrice d'ARS, on montre qu'elle passe son temps à gérer des problèmes de remplacement, de sous-effectifs, etc. Donc elle n'a pas beaucoup de temps pour penser à la maternité qu'elle va fermer et qui va créer de nouveaux problèmes. Mais ce qu'on montre aussi, c'est cette injonction à la belle carrière qui descend de plus en plus de la très haute fonction publique dans des strates moins hautes, qui est une belle carrière qui passe par un détachement vis-à-vis des métiers et des secteurs. C'est-à-dire qu'autrefois, on pouvait faire une belle carrière, alors je ne parlais pas des entreprises publiques, mais je pense que c'est pareil, en restant dans un même secteur, EDF ou la SNCF, etc. Mais si on est dans les fonctionnaires, on pouvait faire une belle carrière dans la culture, par exemple, sans être artiste, mais en étant dans l'administration de la culture. On pouvait faire une belle carrière dans le ministère de l'Agriculture, et ainsi de suite. Aujourd'hui, l'esthétique de la belle carrière, celle où si vous ne le faites pas, tout le monde va se moquer de vous, vous aurez moins d'avancement, moins de salaire, etc., c'est de changer tous les 3 ans. C'est de surtout pas s'attacher à un métier, à une fonction. Y compris, par exemple, si on pense aux hôpitaux, il y a une école spécialisée qui forme les directeurs et directrices d'hôpitaux. Mais en fait, le top du top, c'est quand même de rester un peu directeur d'hôpital et aller faire autre chose. Et par contre, il y a des énarques qui vont faire 3 ans de directeur d'hôpital et puis qui vont faire autre chose. Donc c'est vraiment des gens à qui on inculque pendant leurs études, et surtout en début de carrière, par l'exemple, par les pairs, par la pression du groupe de pairs, qu'il ne faut pas s'attacher à un secteur, à un domaine, à un métier qu'ils sont en train d'administrer. Il ne faut pas s'identifier aux médecins, aux juges, etc. Et la noblesse managériale publique-privée qui décide de ces réformes et qui oblige ces cadres juste en dessous à les faire, c'est la même chose en pire. Et là, on le montre vraiment à travers leur formation dans les grandes écoles, comme Eric a commencé à le dire, et à travers leur début de carrière. Alors, il est vrai qu'on n'est pas aidé, je le dis en étant moi-même le produit et travaillant dans un laboratoire à Sciences Po, je vois ça d'assez près, et j'ai fait Sciences Po avant de faire l'histoire aussi. On n'est pas aidé par le système des grandes écoles à la française qui a toujours mis au pinacle l'abstraction. Que ce soit l'abstraction mathématique en maths sup et à Polytechnique, ou que ce soit d'autres formes d'abstraction, mais très présentes à Sciences Po, où il faut avoir le discours le plus général possible. Si vous prenez un exemple, en tant qu'enseignante à Sciences Po, quand on prend un exemple, les étudiants arrêtent de noter. Les cas, c'est pas intéressant. On veut un grand propos le plus abstrait possible, en fait. En droit, on veut la Constitution, on ne veut pas la jurisprudence. En éco, on veut le modèle, on ne veut pas les chiffres sur un pays. Et ainsi de suite. Donc, c'est pas l'abstraction mathématique, mais c'est l'abstraction quand même. Ça a toujours été. Ça n'a pas toujours produit tout à fait les mêmes dégâts, mais il me semble que ce terreau de préférence pour l'abstraction, il aide beaucoup à implanter ces idées du nouveau management public, comme quoi tout doit être rendu comparable avec tout, avec ces outils comptables, ces outils de mesure de rentabilité, ces outils d'indicateurs, où surtout on ne va pas se préoccuper de quel service public est rendu derrière, on va voir si l'indicateur a été bien rempli ou non. Et également, ces débuts de carrière qui valorisent de plus en plus le fait de passer d'un secteur à l'autre et de ne s'attacher à rien, sont bien en accord avec cette abstraction qu'on sélectionne déjà à l'entrée de ces grandes écoles-là. Et c'est aussi les gens qui vont dans ces grandes écoles sont aussi d'excellents et excellents élèves, mais qui ne savent pas souvent ce qu'ils ont envie de faire. On entend souvent j'étais à Sciences Po ou j'étais en maths sup parce que voilà, j'avais des bonnes notes, j'avais pas trop de préférences, ça m'ouvrait toutes les portes. Donc ça a beaucoup d'avantages, cette polyvalence, je ne crache pas dans la soupe totalement, mais le problème c'est quand on perd toute forme d'ancrage, qu'est-ce que ça crée? Et ce que ça crée, c'est des gens qui n'ont pas conscience assez largement des effets des modernisations qui les lancent, parce que sinon ils dormiraient mal la nuit. Mais ce qu'on montre, c'est les différentes raisons pour lesquelles ces personnes sont isolées des conséquences de leurs décisions. Alors il y en a une qui est un peu évidente et structurelle, c'est que c'est souvent des personnes qui sont issues déjà de la très haute bourgeoisie, ou qui sinon ils sont rentrées par leurs études et qui, parfois parce qu'elles n'en sont pas issues, s'identifient d'autant plus, mais qui en tout cas ne vivent pas en contact avec par exemple la ruralité ou les banlieues populaires, les deux endroits où il y a moins de services publics, dont les enfants ne sont pas nécessairement dans l'enseignement public, et ainsi de suite. Donc il y a cet effet structurel d'isolement des élites, mais il y a plus. C'est là encore un effet de pression des pairs, c'est ce rappel permanent qu'on doit avoir un langage à part. On en parlait avec Eric, on propose, grâce à Grigory Arjevski, qui est un énarque, qui en a marre de tout ça, un lexique entre le top énarque et la personne normale, en fait. Mais il y a cette idée qu'il faut maintenir une manière particulière de parler pour s'identifier entre soi et ne pas être confondu avec les autres. Et il y a vraiment cette idée qu'on est au-dessus des intérêts particuliers. Pour eux, c'est bien, en fait, mais qu'il ne faut pas se frotter à la réalité. Et lors d'une rencontre précédente autour du livre, on a eu un très très beau témoignage à Toulouse
de la part d'Alexandre Tisserand, qui est un polytechnicien qui a travaillé à la direction du budget à Bercy, donc qui est vraiment le centre de ces réformes-là, mais qui en a eu marre et qui est parti faire des satellites dans une start-up et qui est donc libre de sa parole. Et qui nous racontait 2 anecdotes frappantes sur ce rappel par les pairs qu'il ne faut pas s'intéresser à ce qui se passe sur le terrain. Une, c'est le fait que physiquement, à Bercy, ils dominent de leurs fenêtres la place du Palais Omnisport de Paris-Bercy, qui s'appelle maintenant Accor Hotel Arena, où il y a donc des concerts, mais également à l'occasion des manifestations, qui ont pour but précisément d'être vues de Bercy. Et donc là, ils sont confrontés à des gens qui contestent leur réalisation. Et dans cette position surplombante qui est tout autant matérielle que symbolique pour l'histoire, ils et elles se disent, nous raconte Alexandre, mais c'est les intérêts particuliers. Et donc effectivement, n'importe quel groupe de manifestants, à partir de toute la France, pourra toujours être renvoyé à c'est des Bourguignons, ou c'est des Corses, ou c'est des hospitaliers, ou c'est des juges, et ils travaillent pour leur métier ou leur région, et nous, on est l'intérêt général, nous, on est l'abstraction. Deuxième anecdote, Alexandre, qui a des idées bizarres déjà à l'époque, peut-être parce que sa femme est universitaire, c'est pour ça que je le connais, qui travaille sur le budget du ministère de la Justice, se met en tête d'aller visiter la prison de Beauvais, qui est à l'époque la plus vétuste de France, elle a été refaite depuis, pour se rendre compte de ce qu'il y a derrière les tableaux Excel. Et ses collègues lui disent « N'y va pas, tu vas te faire stockholmiser ». Référence au syndrome de Stockholm. Inconscient chargé quand même, donc les gardiens de prison ou les prisonniers sont assimilés à des terroristes, mais conscience aussi que s'il y va, il va se rendre compte de choses et sans doute changer d'idée au contact. Et donc, n'y va pas. Donc ces gens sont un peu dans la périphérie de leur conscience, en connaissance des conséquences de leurs décisions, et travaillent activement à ne pas savoir ça. C'est l'une des grandes causes de leur comportement. Et puis, Eric l'a évoqué, dans la noblesse managériale publique-privée, qui est le terme qu'on propose pour évoquer ce groupe, il y a la fréquentation régulière des plus grandes entreprises et ou des consultants. Et la conviction, du coup, que ces normes qui sont partagées et qui font du mal aussi aux salariés du privé, c'est pas l'objet de notre livre, mais ça se passe pas forcément très bien dans les entreprises non plus, hein, ces histoires de mettre en comparaison tout avec n'importe quoi, pas forcément beaucoup plus efficace dans le privé que dans le public, mais du coup, voilà, autant ces personnes situées au plus haut niveau, au pluriel de la fonction publique, ne fréquentent pas les personnes, y compris pas loin en dessous, en fait, leurs sous-chefs, ne fréquentent pas le terrain qui est sous leurs ordres, autant elles fréquentent en revanche les personnes qui sont dans les mêmes positions dirigeantes dans les plus grandes entreprises, et pour lesquelles elles aussi, l'esthétique de la carrière, c'est de surtout pas être pétrolier, mais faire un coup Total, un coup Danone, c'est pareil. Et puis des consultants, ce qui est là une nouveauté de ces dernières années, dont le business model, c'est d'expliquer vous devriez faire la même chose que dans les entreprises, et d'ailleurs c'est nous aussi qui l'avons appris aux entreprises à le faire, qui est cette mise en comparaison de tout avec n'importe quoi. Et donc ce qui est nouveau, ce n'est pas qu'il y ait des liens entre les plus grandes entreprises et les sommets de la haute fonction publique, car ça a toujours existé. Depuis qu'il y a Polytechnique, depuis qu'il y a l'ENA, les gens partent à un moment dans le privé pour faire des plus belles carrières. Ce qui est nouveau, c'est qu'ils et elles reviennent. C'est que c'est plutôt la figure de la personne du public qui revient du privé ou qui vient du privé ex nihilo. Et ça va être accentué par la réforme de l'ENA et de la haute fonction publique qui est en cours, qui vise à beaucoup plus facilement faire venir les personnes dites de la société civile, qui en fait viennent très rarement, par exemple, d'associations ou d'ailleurs, et qui viennent très souvent de grandes entreprises, en leur demandant même pas d'adopter le statut de fonctionnaire, parce que ça leur mettrait des devoirs et un salaire plus bas, mais en leur donnant des statuts de contractuels qui, quand on est tout au sommet, ne sont pas vraiment des statuts de précaires. Donc c'est ça qu'on appelle la noblesse managériale publique-privée, et encore une fois, vraiment pas dans l'esprit de dire ni ces gens ont pour but de faire le mal, ni ces gens font un complot, puisque si on peut dire tout ça, c'est parce qu'ils nous ont laissé les observer, finalement, et assez souvent on utilise également des données publiques, des rapports qui sont tout à fait publics. C'est pas une théorie du complot qu'on défend là, ils sont pas dans une pièce en se disant « Ah, on va faire du mal aux usagers ». C'est plus triste à certains égards et plus réaliste. C'est des gens à qui on a expliqué qu'ils avaient raison, tout petits, qui restent entre gens qui sont persuadés de ça, et qui sont relativement inaccessibles au rappel au réel, en fait, parce que ça a été structuré comme ça.
Après, il y a des petites lueurs d'espoir. Moi, je vous ai dit qu'on discute avec le think tank Le Sens du Service Public. Il y a vraiment des gens habillés en costard, en tailleur, et ils trouvent que je dis des gros mots. Alors que je trouve que vraiment ça va, mais ils ont bien détecté que moi, je suis quand même énarque. Je contrôle moins mon langage. Et avec nos services publics, un autre collectif. Donc il y a quand même des gens qui ont ressenti à un moment un sentiment d'absurdité. Et ce qui est assez nouveau, qui n'ont pas choisi de se taire ou de partir. Puisque au cours de l'écriture du livre, moi je discutais aussi avec deux énarques qui n'ont pas souhaité être nommés dans le livre, mais qui n'ont pas du tout le même âge. Et les deux ont dit, mais plein de gens de ma promo sont partis en fait. Donc il y a aussi des gens qui n'en peuvent plus et qui partent bosser dans l'associatif ou autre, dans les collectivités locales, pour trouver le sens du service public. Et puis il y a des retraités qui ont dit à ces nouveaux collectifs, c'est dingue parce que nous on pensait ça, mais on n'a jamais osé en parler. Et donc ce qui est un peu nouveau, c'est qu'ils se mettent ensemble, et sans dire tout ça est nul, parce qu'ils ont un devoir de réserve, etc. Mais ils disent par exemple, nous ressentons un sentiment d'absurdité au travail parfois, en travaillant à l'indicateur, etc. Et quand ça vient des chefs, c'est intéressant, parce que c'est ce que disent beaucoup d'agents publics depuis longtemps, mais moins dans les hauts rangs. Alors pour terminer cet exposé, justement, je voudrais revenir à ce qui est peut-être plus proche de nos expériences quotidiennes à tous et toutes, le côté des victimes, à la fois des agents et agences publiques, et puis des usagers et usagères. Donc du côté des agents et agents publics, ce qu'on fait en partie, Eric a évoqué, c'est refaire un historique rapide des services publics, qui a surtout pour but de contrer des idées reçues qui sont très anciennes, à la fois dans beaucoup le cliché du fonctionnaire paresseux autour du corps duquel le fauteuil s'est moulé, et quelque chose qui existe depuis le 19e siècle. L'idée qu'il y a trop de fonctionnaires existe depuis qu'il y a des fonctionnaires, et ainsi de suite. Donc on revient sur ces clichés qui sont à la fois très anciens, mais qui ont été très réactivés par cette idée de la modernisation versus ce qui serait archaïque. Et on insiste, je dirais, essentiellement sur deux éléments. Le premier, c'est le fait que service public n'égale pas fonctionnaire. Et y compris en France, où il y a souvent cette idée que la France serait le seul pays complètement archaïque, où tout est centralisé, tout est fait par l'État directement et tout. C'est complètement faux. Et donc, l'évidence ici, c'est qu'on est dans une EMJC, qui n'est qu'une des incarnations parmi mille autres, du fait que des services publics sont nés d'initiatives associatives et ou municipales, et où qui sont coordonnés entre les deux selon les villes, les périodes, etc. Mais beaucoup de services publics se sont inventés ainsi par en bas. Et donc ils sont restés délégués, concédés ou gérés en autonomie, enfin, sous plein de formes juridiques différentes, par des associations ou des municipalités. Et devant la nouvelle vogue du municipalisme, on revient sur le socialisme municipal, donc socialisme au sens de l'époque, qui est très très large, qui inclut aussi radicaux et anarchistes, de la fin du 19e, et la capacité d'expérimentation et d'invention de services publics par en bas que ça a incarné. À l'époque, des choses aussi simples et évidentes aujourd'hui qu'avoir une cantine publique. C'est une invention de la municipalité socialiste de Roubaix, et les journaux de droite étaient là, genre, mais vous allez détruire la famille, en faisant que les gens mangent dans une cantine publique et plus en famille. Donc il faut voir la capacité d'invention, d'expérimentation qu'il y avait à l'époque, et comment on peut la retrouver. Et donc, il y a des services publics décentralisés, il y a des services publics inventés aussi par des associations, rendus encore aujourd'hui largement par des associations. Et puis, un peu l'évidence aussi, il y a des services publics rendus par des entreprises, publiques ou privées. Le statut des cheminots, c'est quelque chose d'inventé dans le cadre des sociétés anonymes de chemin de fer au XIXe siècle. C'est les administrateurs de sociétés anonymes qui ont dit, pour faire plus de profit, il faut un statut des cheminots. Il faut une retraite avantageuse assez tôt et tout. Pourquoi ? Parce qu'ils voulaient garder du personnel qualifié. Il y avait un énorme turnover, que ce soit dans les conducteurs, les constructeurs, les gens qui entretiennent les rails, des locomotives. C'est un boulot très pénible. Les gens partaient. Et donc, c'est les administrateurs qui ont inventé la carrière et la retraite, en fait, en s'inspirant de l'armée, afin de garder ce personnel-là. Donc, il y a toujours eu des services publics rendus par des entreprises, y compris en France. Et il y a toujours eu des services publics utiles aux entreprises. Et on va dire c'est les premiers à avoir été développés, que ce soit les trains ou la poste. Donc premier élément, ce côté mosaïque, ce côté il n'y a pas une seule bonne manière de rendre les services publics. Et nous, on ne dit pas, en tant qu'université, on n'a pas de prescription à donner sur la bonne manière de rendre les services publics. On rappelle juste qu'il y a plein de manières et qu'on ne peut pas les réduire à des tatismes archaïques. Et puis deuxième élément, sur le côté agent public, c'est
pourquoi il y a un statut et pourquoi il y a des fonctionnaires malgré tout. Et sans dire que tout le monde doit l'être, on essaye vraiment en revenant sur pourquoi ça a été créé, de montrer à quel point ce serait grave de l'annihiler complètement. Et pour le résumer rapidement, je dirais que pourquoi il y a un statut, c'est pour lutter contre le favoritisme. Et le favoritisme à deux niveaux, le favoritisme vis-à-vis des usagers, parce que les fonctionnaires ont des devoirs, évidemment, après qu'ils les respectent plus ou moins sur les personnes, mais il y a quand même des devoirs de secret professionnel, d'équité de traitement, etc., que n'ont pas les autres. Parce que le fait que les fonctionnaires ont un salaire et une perspective de carrière leur permet aussi de mieux se consacrer aux usagers, de ne pas être susceptibles de corruption, comme ça se passe encore aujourd'hui dans plein de pays où les fonctionnaires sont payés quand le gouvernement le pense, soit en Afrique ou en Asie, et bien du coup on se paye sur les usagers en fait, et du coup on favorise plutôt les plus riches. Donc c'est une garantie de favoritisme vis-à-vis dans la relation, de non-favoritisme dans la relation agent public-usager. Et puis c'est une garantie de non-favoritisme dans les promotions et les mobilisations en France pour la création d'un statut de fonctionnaire qui ont donné lieu à des grèves assez violemment réprimées au départ dans la Poste et dans les instituteurs-institutrices autour de 1900. L'enjeu, c'était avant tout la question des promotions et du favoritisme des chefs. Le favoritisme politique au personnel et l'idée qu'il fallait des grilles de salaire à l'ancienneté, etc., des règles pour les promotions, un accès à son dossier, et ainsi de suite. C'était vraiment pour éviter la promotion, la tête des clients et le relationnel. Et le risque aujourd'hui, avec le retour des contractuels et tout ce qui s'appelle notation mérite, en fait, il faut voir ce qu'on met derrière mérite selon les cas, mais bien souvent, ce que ça veut dire, c'est l'appréciation du chef direct. Et donc là aussi, je ne dis pas qu'il n'y a pas des bons et bonnes chefs qui essayent de faire bien les choses, mais même dans ces cas-là, on sait qu'on a toujours des biens inconscients, on préfère les personnes qui nous ressemblent, et ainsi de suite. Et puis, bon, la tentation est forte quand même de faire du favoritisme. Donc on revient sur ces raisons pour lesquelles il y a des fonctionnaires. Et puis, dernière partie, je vais plus vite parce que je pense aussi que ça vous fera plus réagir et que je pourrais rebondir sur le point de vue des usagers et usagères qu'on a organisé autour de la question de l'égalité, qui est quand même un peu cruciale quand on parle de service public. Et on n'est pas naïf et naïf, on sait qu'il y a plusieurs définitions de l'égalité. Et on dit on peut en discuter, il faut en débattre précisément, on ne sera pas toujours d'accord. Il y a plein de manières d'égalité. Est-ce que c'est selon ses moyens? Est-ce que c'est une égalité mathématique? Est-ce que c'est le même tarif SNCF pour tout le monde? Est-ce que c'est selon les kilomètres, etc. N'empêche, si on garde l'idée d'une promesse d'égalité, c'est une bonne base pour discuter. On ne dit pas non plus que l'égalité elle a toujours été réalisée dans le passé. Alors ce qu'on dit, c'est que du point de vue de l'égalité entre les territoires, il y a eu réellement une période où on visait à avoir des services publics dans tous les cantons. Ça n'a pas toujours été totalement réalisé, en particulier la grosse exception, c'est les colonies, où on a, malgré tous les discours sur la mission civilisatrice, on a très peu amené les services publics et les dom-toms aujourd'hui encore héritent de ce déficit de très long terme, en fait, qui n'a jamais été corrigé. Mais en France métropolitaine, grosso modo, il y avait cette volonté de service public dans chaque canton. Et c'est rigolo, j'ai vu en venant ici l'hôtel des Postes, dont il est évoqué, qui date de la Troisième République, et dont il est évoqué justement que c'était un peu la même architecture qui était prévue pour l'Algérie. Et ils ont adapté, voilà, ils ont mis des grappes à la place des dates. Et c'est vraiment cette idée des bâtiments publics, pareil partout, et un peu beaux, en fait, dans lesquels on met de l'argent, quoi. Qui, là, clairement, a été abandonné, et on pourrait parler, bien sûr, de la désertification dans la ruralité, mais aussi dans les banlieues populaires, les services publics, ou encore des ravages de la dématérialisation. Je vous fais juste une toute petite citation feel good à propos de cette question d'égalité territoriale, un très beau texte de Daniel Salnavre sur les bâtiments publics. Il dit, sur la place de mon village, donc c'est en Anjou, un rectangle irrégulier se dessine comme suit. À droite, une splendide église romane, l'une des plus vieilles de France. En face, dans ce style caractéristique des dernières années du XIXe siècle, les premières de la République, la mairie-école, entre parenthèses, de garçons. Enfin, à gauche, un peu plus bas, dans une architecture années 30, la Poste. J'entends encore le cliquetis du central téléphonique dans son armoire de fer. La gare est un peu plus loin. La République en a fait son symbole avec l'école. Davantage d'instruction, davantage de réseaux ferrés, c'est ainsi qu'elle s'est installée jusque dans le plus petit village. L'État nous doit tout parce que le ressort de sa puissance, c'est nous. D'où la secrète joie de voir toutes ces nouvelles constructions s'élevant en l'honneur et au nom de ceux qui jusque-là se contentaient de subir et de payer. C'était la forme que prenait obscurément saluer la victoire du droit sur le privilège.
Donc oui, ces bâtiments, cette présence des services publics partout, elle traduit quand même une forme de réalité d'égalité entre territoires qui était visée et qui ne l'est plus. Clairement, on le voit par exemple dans les tarifs SNCF, bien évidemment dans les fermetures de petites lignes et tant d'autres points. Après, victoire du droit sur le privilège, ça touchait l'égalité entre territoires. L'égalité entre personnes, ça a toujours été plus compliqué. À la même période, il y avait une 3e classe dans les chemins de fer. À la même période, l'école, c'était en fait pour les paysans, les ouvriers, les enfants bourgeois, même si l'école était publique, gratuite et obligatoire, les enfants bourgeois allaient dans la 12e et ainsi de suite, qui étaient séparés de l'école publique. Donc l'égalité entre les personnes, elle a longtemps été moins considérée selon les dimensions d'égalité. L'égalité homme-femme, ça a plutôt progressé, mais lentement, on va dire, y compris dans les services publics, même si les services publics ont souvent été pionniers. Moi, j'ai découvert en faisant ce livre qu'il y a une loi de 1910 qui dit même salaire pour les instituteurs et les institutrices. Vous imaginez, à l'époque, on n'est pas loin de l'école faite par les bonnes sœurs. Les personnes qui ont revendiqué ça et qui l'ont obtenu, il fallait de l'audace. Mais voilà, égalité homme-femme, que ce soit dans la fonction publique ou parmi les usagers et usagères, ça n'a pas été ça pendant longtemps. Donc il y a plein de dimensions d'égalité entre personnes qui n'ont pas toujours été remplies. Néanmoins, ce qu'on dit, c'est qu'il y avait une promesse d'égalité qui même, et y compris lorsqu'elle n'était pas tenue, on pouvait la mobiliser contre, en fait, en disant bah oui, mais vous dites c'est l'école pour tout le monde, mais regardez, mon école elle est toute pourrie. Et ce qui nous semble inquiétant, pour terminer dans les évolutions récentes, c'est la tentation d'une reségrégation qui vise à séparer vraiment physiquement les personnes les unes des autres pour qu'elles ne voient pas cette inégalisation des services publics. Et Dominique Mény, qui nous a donné un court texte invité, parle de retour de la 3e classe à cet égard. C'est vrai qu'on le voit, y compris dans les guichets, notamment des services publics sociaux, tout ce qui relève de la sécurité sociale, des allocations familiales. L'idée qu'il y aura un guichet pour les gens, j'imagine, comme vous et moi, qui ont un peu fait des études, qui ne sont pas trop à la rue, qui se débrouillent, qui n'en ont pas besoin souvent. Et là, paradoxalement, on va leur donner un meilleur service avec des personnes à l'écoute. Et puis, il y a un guichet pour les habitués, qui sont très dévalorisés du point de vue, y compris des agents. Et là, on va mettre 3 minutes avec une petite lumière rouge qui se déclenche quand ils ont fini. On va les obliger à passer par un service dématérialisé, ainsi de suite. Et le point crucial, c'est que les deux ne se croisent pas, en fait. Et ça, c'est dramatique à la fois pour les personnes les plus défavorisées, quel que soit le critère sur lequel elles sont défavorisées, qui, bien évidemment, n'étant pas idiotes, sont complètement humiliées par ces dispositifs et n'ont plus envie d'y aller. Et c'est dramatique aussi parce que les personnes plus intégrées, voire les plus riches, vont se désintéresser du sort des autres puisqu'il n'y a plus de services publics partagés. Et on termine vraiment sur ça, c'est le plaidoyer pour des services publics inclusifs et non pas, à notre sens, et là on se mouille un peu, non pas une égalité qui consisterait à ne mettre du service public que pour les plus pauvres, en disant les riches peuvent bien se débrouiller avec le privé, parce que ça c'est assumer qu'il y a 2 sociétés séparées, mais le plus possible des services publics où, comme dans l'idéal et MJC, je pense, où se rencontrent toutes les différentes strates de la société. C'est le seul moyen d'avancer en commun. J'espère n'avoir pas été trop longue. Je laisse la parole, je pense, aux témoins d'abord et la discussion avec plaisir. Merci.